Bonjour à tous et bienvenue dans Jusqu'à nouvel ordre pour explorer notre rapport au monde. Dans ce podcast, mes invités ouvrent le champ des possibles en nous aidant à comprendre les mécanismes de l'ordre établi et ainsi à clarifier les enjeux de place, de rôle et de pouvoir dans nos différentes sphères de vie. Pourquoi se laisse-t-on assigner à une place ? Que nous enseigne l'histoire à ce sujet ? Par quel stade sont passés ceux qui ont questionné un ordre établi qui les ralentissait ? Je suis Laurence Bally, initiatrice du projet Conscience et Progrès qui regroupe ce podcast, mais aussi des ateliers et du coaching individuel pour clarifier son rapport à l'obéissance et à l'ordre établi. Convaincue que seule la connaissance et la conscience permettent une véritable liberté de choix, je vous retrouve toutes les 3 semaines pour un nouvel épisode avec des personnalités éclairantes. Pour être informé de la publication de Jusqu'à nouvel ordre, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Selon les données de l'Office anti-stupéfiants, 240 000 personnes vivent directement ou indirectement du trafic de stupéfiants en France, dont 21 000 à temps plein. Un fonctionnement permis par une distribution des places, des rôles et des pouvoirs au sein de la société que nous interrogeons peu et qui nous pousse à considérer le problème de la drogue sous le seul angle sécuritaire et répressif. Plus une société va mal, moins elle protège ses vulnérables, plus l'exploitation en devient le mécanisme régulateur, un équilibre dynamique plutôt stable, nous dit mon invité Philippe Pujol, journaliste, prix Albert Londres en 2014 et auteur du livre « Cramer, les enfants du monstre ». Serions-nous donc aveuglés par certains ordres établis et par des jugements moraux qui nous empêchent de voir ce qui, dans notre société, favorise le trafic de drogue ? Fonctionnement des quartiers dits sensibles, clientélisme, légalisation. Nous allons parler de tous ces sujets aujourd'hui pour mieux comprendre la situation. Bonjour Philippe, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous pour l'invitation. Alors Philippe, vous dénoncez dans votre livre beaucoup d'idées reçues autour du trafic de drogue et comme les idées reçues font aussi le lit de l'ordre établi et donc de l'immobilisme, je voudrais que vous nous disiez quelques mots des principales idées reçues donc, qui fondent l'imaginaire collectif autour du trafic de drogue. Déjà, une idée reçue, c'est l'idée des autres. Hein. C'est normal d'avoir des idées reçues. C'est même moi, par exemple, ma matière de départ pour travailler sur un problème. C'est-à-dire que je prends mes idées reçues et je les travaille. Et en fonction de ce que je trouve, soit je les confirme, ça arrive, soit je trouve autre chose et je me rends compte que la réalité était un peu différente, voire totalement différente. La première des idées reçues qui m'a fait travailler sur ces problèmes, c'était celle comme quoi les jeunes des quartiers populaires qui travaillent dans les stupéfiants se faisaient beaucoup d'argent. C'était mon idée reçue, qui est à peu près celle de tout le monde, je dirais. On a l'impression que on gagne beaucoup de sous en travaillant dans les quartiers populaires. Et en y travaillant longuement, puisque ça fait plus de 20 ans, moi, que je travaille dessus, j'ai vu que non seulement ils gagnent pas beaucoup d'argent, mais ils gagnent beaucoup de dettes. C'est-à-dire que quand on regarde à l'échelle d'une carrière d'un trafiquant de stupes, alors il y a différents niveaux, on va en parler, mais quand on regarde pour la masse des gamins, ceux qu'on voit dans la rue, là, ceux qu'on voit faire les guetteurs, les choufs, ceux-là qui sont la main-d'œuvre des gros, ceux-là, par contre, non seulement ne touchent pas d'argent, mais ils gagnent des dettes à l'échelle de leur vie. Alors quelques-uns vont mettre un petit peu d'argent de côté pour rentrer dans le légal. C'est une minorité qui existe, faut pas l'oublier. C'est-à-dire que il y a quelques jeunes qui vont démarrer dans les stupes, puis gagner un peu d'argent quand même, et puis ne pas déraper vers la dette, je vais m'expliquer après, et qui vont s'en sortir suffisamment tôt pour avoir mis des sous de côté, qui leur permet notamment de monter des entreprises légales, et après c'est une sorte d'amorce dans leur vie. Mais la plupart, par contre, ils vont gagner des dettes. Ils vont gagner beaucoup d'ennuis, beaucoup de problèmes, et pour certains, ça va aller plus loin. Ils vont complètement ruiner leur vie, leur jeunesse et même leur vie entière. Ce que j'appelle les cramer, c'est pas la majorité, c'est la marge de cela. La majorité, ils vont perdre des sous. Il y a toute une économie, l'économie des stupes est pas du tout une économie redistributive. Ce sont pas des communistes trotskistes qui sont là pour que tout le monde touche un peu d'argent. Au contraire, c'est une économie ultra libérale d'un capitalisme sauvage dont le but est uniquement de faire de l'argent sur celui qui est en dessous de soi. Et donc, seuls les plus gros, les requins de ce milieu-là gagnent de l'argent et le petit plancton que sont nos trafiquants de drogue, enfin pour moi c'est pas des trafiquants, que j'appelle ça les mains noires, ceux-là gagnent pas d'argent et gagnent des dettes. Donc ça c'est une idée reçue importante
que j'essaie de démonter au fil de mes livres, et notamment dans le dernier, dans Cramé. Une autre idée reçue importante aussi, c'est qui est que le trafic de stupéfiants serait le résultat de la volonté de cartels, de mafias, de groupes de banditisme organisé qui viendraient d'on ne sait où, de l'étranger apparemment, mais qui viendraient d'on ne sait où pour se nourrir sur la bête la bête de l'État français. Malheureusement, si c'était ça, c'est romantique, c'est bien, mais la réalité, c'est que le trafic de stupes, pour moi, est plutôt le symptôme d'un problème et pas du tout le problème en lui-même. Le trafic de stupes, c'est la plaie que provoque ce que moi j'appelle le monstre dans une série de livres, dans ma trilogie. Le monstre étant la résultante de toutes les malfaçons de notre société. Donc les malfaçons, il y a le clientélisme, on va y venir. Il y a la corruption, alors elle est pas profonde chez nous, mais elle existe. Il y a les choix politiques qui sont à des fins de réélection uniquement. Il y a les choix économiques qui sont faits uniquement pour favoriser un système et pas du tout favoriser une population. Bref, le monstre est protéiforme, varié. Et ce sont des intérêts qui vont trouver chacun leur place, mais en tout cas, c'est pas l'intérêt collectif qui ressort. Ce monstre-là, donc cette société qui va mal, favorise les trafics de stupes et permet les trafics de stupes, aussi bien du côté des trafiquants que du côté des consommateurs. On va y revenir. Ça, c'est une autre idée reçue importante que je voudrais casser. Et voilà, après, au fil des discussions, je pense qu'on va en trouver d'autres, des idées reçues, mais comme tout sujet, quand on se met dessus, quand on regarde profondément un sujet, qu'on soit journaliste ou quoi que ce soit d'autre, on se rend compte que la réalité est toujours beaucoup plus complexe et beaucoup plus protéiforme que ce qui est vendu au départ par simplification parfois, ou par simplisme souvent, c'est-à-dire avec une volonté de mettre des bons et des méchants. Voilà, le trafic de stupes n'est pas l'opposition de gentils contre de méchants. Malheureusement, ça c'est une vision très naïve que j'appelle de bisounours et qui est plutôt de droite et qui est une vision du bien contre le mal. Malheureusement, le bien contre le mal, ça n'existe pas. On a plutôt le bien dans le mal et le mal dans le bien. Alors justement, sur la deuxième idée reçue, vous dites dans votre livre que le problème n'est pas un problème d'ordre, mais un problème avant tout social. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu justement cette idée-là ? Est-ce qu'on manquerait d'ordre dans les quartiers populaires ? On manque de travail, on manque de logements décents, on manque d'avenir pour beaucoup de jeunes. On manque pas de terrain de sport, contrairement à ce qui est dit, parce qu'au contraire, on leur donne que ça, on leur fait des terrains de foot, comme ça, de toute façon, les jeunes des quartiers populaires, donc c'est-à-dire les Noirs et les Arabes, c'est fait pour faire du sport, donc on leur donne que ça, on leur donne plus de culturel, ça on l'a arrêté, on leur donne plus de centres sociaux. C'est pas d'ordre dont on a besoin, de l'ordre il y en a, ils connaissent très bien la justice, ils y ont tous à faire, ils connaissent très bien la police, elle est sans arrêt là, c'est-à-dire dans les quartiers plus classiques, la police n'est pas en permanence présente, et donc c'est pas un souci d'ordre. Moi je crois pas non plus au séparatisme, je crois absolument pas qu'une population veuille se séparer d'une autre et vivre selon ses préceptes qui seraient religieux, puisque ça aussi, c'est la résultante d'un abandon, mais moi je vais plus loin qu'un abandon, mais d'une exploitation. C'est-à-dire, à force d'exploiter les quartiers de misère, eh bien évidemment, parfois, ils s'auto-organisent. Et ils s'auto-organisent, des fois, dans des structures qui sont pas forcément celles de la laïcité et de la République. Mais toujours pareil, ça, c'est parce qu'on le permet, c'est parce qu'on le favorise. Si on était avec un souci d'équité, d'égalité, d'équité, on était avec un souci de soin de la personne, de soin de l'individu, des personnes qui sont, ou des familles qui sont dans des vulnérabilités, on n'aurait pas la plupart des symptômes que l'on trouve, qui sont les 3 radicalisations les plus connues, enfin les seules d'ailleurs. La radicalisation délinquante, qui est le sujet de mon livre, la radicalisation religieuse, qui a été le sujet d'autres livres que j'ai fait, de films, mais qui est un sujet récurrent. Pour les quartiers populaires français, c'est plutôt l'islam, mais on a aussi une radicalisation catholique des fois qui tire vers l'extrême droite, et on a une radicalisation juive aussi qui peut tirer vers l'extrême droite, qui est moins active et moins importante que la radicalisation religieuse, mais qui a les mêmes modes de fonctionnement. Et après, on a la radicalisation politique avec l'extrême droite, puisque moi je suis de ceux qui ne croient pas en l'extrême gauche, elle est toute petite en France, l'extrême gauche. Alors, par contre, l'extrême droite n'est pas toute petite et elle se nourrit des mêmes problèmes. Et donc, c'est pas un problème d'ordre ou d'autorité. Je vois pas de quoi on parle quand on dit ça.
Évidemment, quand on laisse des gens seuls, des jeunes, des enfants, quand on les laisse entre eux, ben, ça donne le livre Sa Majesté des Mouches. Ben là, vous avez des cités où c'est Sa Majesté des Mouches avec des jeunes qui ont des kalachnikovs. Donc en effet, ils se tirent dessus. Donc en effet, quand on vient sans prévenir, d'un seul coup comme ça, avec une caméra de télé, on va être chassé. En fait, je dis pas que c'est normal, mais c'est logique par contre. Donc, s'il y avait un traitement respectueux et sur du long terme de ces quartiers, on n'aurait pas tout ça. Donc, pour moi, l'autorité et l'ordre, c'est quelque chose qu'on a déjà, qui est déjà présent. Et se cacher derrière ça, c'est une manière de ne pas voir la réalité du problème. C'est le laxisme social et surtout le laxisme intellectuel, c'est-à-dire on ne réfléchit pas à notre société, on ne réfléchit pas à ces quartiers populaires. C'est surtout ça pour moi le laxisme. Oui, et puis plus globalement, vous expliquez aussi par rapport à cette question de l'ordre social que l'une des idées reçues, c'est aussi que le trafic de drogue est essentiellement alimenté par une consommation récréative. Là aussi, je vais prendre l'exemple de Marseille, mais ça marche dans toute la France. Hein. Qui parle consommation récréative, on parle tout de suite d'une population aisée, donc il y a suffisamment d'argent, et un niveau social et intellectuel ou d'éducation plutôt qu'intellectuelle, qui nous amène vers certaines drogues, notamment la cocaïne et un peu de cannabis. Donc ça veut tout simplement dire, le message qu'on a souvent derrière, c'est les bobos. Mais les bobos, il n'y en a pas beaucoup des bobos. Des réellement bourgeois bohèmes, ils sont pas très nombreux. Des bourgeois, on en a, mais des bourgeois bohèmes assez peu. Mais quand on dit bobo, bourgeois bohème, on me dit gens de gauche. C'est une manière aussi de tout de suite mettre le problème sur les gens de gauche. Donc la gauche serait responsable de la consommation des stupes qu'ils dénoncent eux-mêmes. Or, en fait, la réalité de la consommation des stupes, elle est tout autre. Quand on prend Marseille, on n'a pas d'audiovisuel ici, on n'a pas de show business, on a très peu de sièges d'entreprise, on a très peu de ces gens qui prendraient des consommations récréatives. Et pourtant, on a de loin la plus grosse consommation de stupes de France. C'est tout simplement parce qu'on est une ville paupérisée, une ville avec une grande pauvreté, une ville où pour beaucoup de gens, il n'y a pas tellement d'avenir, peu d'emplois, en tout cas peu d'emplois sans piston et sans soutien. Ce qui veut dire que on a beaucoup de ressentiment, de rancœur, de mal-être. Et en fait, on a plutôt une consommation du mal-être pour ce qui est du cannabis et de la performance pour ce qui est de la cocaïne. Et donc, les deux consommations majeures, celles qui remplissent les poches des chefs des réseaux de stupes, sont ces deux consommations-là. Et ce qui veut dire qu'on ne va pas empêcher quelqu'un qui est dans l'addiction de cocaïne, on va pas lui dire faut arrêter, c'est pas bien, à cause de toi il y a des morts. Il va pas arrêter, puisqu'il est dans l'addiction. C'est comme si tu dis à un alcoolique, faut arrêter de boire, monsieur, faut arrêter de picoler. Mais non, monsieur, il va continuer à boire, parce que ça s'appelle une addiction. Et le shit, c'est pareil, le cannabis, c'est la même chose. C'est une drogue de l'apaisement, on va dire, ou en tout cas, c'est un anxiolytique. D'ailleurs, les quartiers populaires de Marseille sont tous sous diazépine, c'est-à-dire sous Xanax aussi, mais ça, c'est la drogue légale. Et donc, la consommation est en augmentation depuis des années en France, tout simplement parce que le mal-être et le besoin de performance est en augmentation aussi dans cette société. Et faire croire que ça serait une consommation récréative, c'est laisser penser donc que c'est un milieu gaucho qui consommerait. C'est absolument totalement éloigné de toute réalité. Et donc ça veut dire aussi qu'on peut taper au portefeuille tant qu'on veut les consommateurs. On n'aura pas de grands résultats puisqu'ils sont dans des addictions. Et ça veut dire aussi, bonne nouvelle, qu'on peut traiter les consommateurs sous addiction pour obtenir peut-être une moins grande consommation, puisqu'on arrive, les addictologues et ceux dont c'est le métier arrivent à faire arrêter la consommation. C'est quelque chose qu'on sait faire. Quand des moyens sont mis, quand il y a suffisamment de médecins et de gens d'éducateurs sur le sujet, on arrive à faire baisser la consommation. Ça s'est vu dans certains pays, notamment au Portugal. Donc ça, c'est pas le projet des gouvernements actuels, mais la consommation, en effet, n'est absolument pas une consommation festive et récréative. Je dis pas qu'elle n'existe pas, mais elle ne permet pas à 150 réseaux de stupes à Marseille de tourner quotidiennement. C'est pas possible. On n'a pas suffisamment de gens qui font la fête pour ça, quoi. D'accord. Ok. Est-ce que ça signifie pour vous que si ces problèmes sociaux étaient résolus, notamment le problème de mal-être et de délaissement de ces quartiers, il y aurait plus de trafic ou en tous les cas beaucoup moins de trafic?
Alors zéro trafic, ça n'existe pas, puisqu'à partir du moment où l'homme est homme, où il y a une société, il y a de la consommation de drogue depuis toujours. Chaque société, chaque époque a sa drogue. Il y a eu les époques des drogues injectées, héroïne et tout ce qui allait avec. Aujourd'hui, c'est plus trop l'air du temps pour plein de raisons. Le sida est passé par là. Donc il y a les drogues de la disparition comme l'héroïne qu'on va trouver avec le fentanyl aux États-Unis, mais qui pour le moment ne prend pas en France, donc c'est une bonne chose. On a les drogues de l'immense spiritualité, l'opium, c'est une drogue qui a été plutôt du 19e siècle, qui aujourd'hui n'est plus l'air du temps non plus. Actuellement, c'est cocaïne et cannabis, c'est un petit peu de drogue de synthèse quand même, MDMA, mais ça, c'est pas exactement la même chose. Donc en fait, une société sans drogue n'existera pas, mais on peut quand même penser une société avec moins de drogue. Et qui dit drogue dit trafic de drogue de toute façon. Hein. Donc zéro trafic, ça n'arrivera pas. C'est comme imaginer une société sans délinquance, ça n'arrivera pas. Par contre, on peut abaisser la délinquance, ça oui, et on peut faire que la délinquance peut-être esquinte moins de gens, et notamment de jeunes, et ne touche pas forcément parce que ceux qui sont les plus victimes de la délinquance, ce sont les gens vulnérables des quartiers populaires ou des quartiers ruraux. Hein. Ça peut être aussi, enfin c'est la vulnérabilité qui expose à la délinquance. Donc en effet, si on fait un travail sur les vulnérabilités des uns et des autres, sur un mieux-être, ou en tout cas une prise en charge du fait que ton mal-être ne va pas être exploité par des groupes délinquants, bien on va quand même couper les vivres, couper soit les travailleurs, enfin fournir moins de travailleurs au réseau de stupes, soit fournir moins de clients. Donc de toute façon, il y aura des résultats. Est-ce que ça sera des résultats magiques qui résout tout ? Non, il faut pas être naïf de l'autre côté non plus. Tu vas pas tout résoudre comme ça. Alors, l'une des choses qui caractérise l'ordre établi, c'est l'assignation de certaines catégories à une place sans que cela se questionne vraiment. Dans quelle mesure peut-on parler d'assignation lorsqu'on évoque ces jeunes trafiquants que vous nommez les cramés ? Je crois qu'il y a quelques 2000 jeunes exploités par les réseaux à Marseille. Donc, dans quelle mesure peut-on parler d'assignation lorsqu'on évoque ces jeunes délinquants ? Le but d'un réseau de stupéfiants, c'est de faire de l'argent. Et le but aussi des chefs de ce réseau de stupéfiants, c'est de faire de l'argent et de pas le redistribuer. C'est pas des trotskistes, ils sont pas là pour distribuer le pognon. Ils sont là pour prendre leur part et exploiter ceux du dessous. Donc, l'objectif est vraiment de recruter des jeunes. Déjà, pourquoi des jeunes ? Pas du tout parce qu'ils sont mineurs et qu'ils iront pas en prison. Ça, ils s'en fichent, ils peuvent aller en prison autant qu'ils veulent. Les chefs n'ont aucun regard sur les jeunes. Si les jeunes vont en prison, c'est pas un souci. C'est-à-dire que ça a aussi une autre idée reçue. On dit, on les prend jeunes parce que, comme ça, ils rentrent pas en prison. Déjà, c'est pas vrai, ils rentrent quand même en prison, mais en plus, moi, je trouve normal qu'on ait un rôle éducatif sur des jeunes de moins de 16 ans. C'est une évidence. Et même les mineurs, il faut avoir un traitement éducatif dessus. Qui dit traitement éducatif, ça veut pas dire du tourisme, hein, parce qu'un centre éducatif fermé, je peux vous assurer, c'est pas des vacances. Hein. Donc, évidemment, il doit y avoir un travail éducatif, mais les dealers se fichent de savoir s'ils vont aller en prison ou pas. En fait, s'ils les prennent jeunes, c'est parce qu'ils sont totalement malléables. S'ils les prennent jeunes, c'est parce que c'est un âge où on a une vulnérabilité qui est le besoin d'exister, le besoin de faire partie d'un groupe, l'estime de soi, la volonté d'avoir la confiance de ses pairs. Donc, c'est un âge qui est idéal pour réussir à faire un travail difficile. Le travail des stupes, c'est un travail difficile. Pour faire un travail difficile, finalement pas si bien payé, voire pas payé du tout, voire avec des dettes, et quand même avec des compétences. Parce qu'on dit toujours rajeunissement. On parle d'un rajeunissement permanent des jeunes qui travaillent dans les quartiers, dans les stupes. Moi, ça fait 20 ans que je travaille sur ce sujet-là, depuis 2003. Ça fait 20 ans que j'entends qu'ils se rajeunissent. Donc, s'ils rajeunissent d'1 an par an, ils ont moins 5 ans ou moins 3 ans. Ou alors, c'est des bébés éprouvettes qui nous attaquent à la calache. Donc, en fait, c'est pas cohérent. Il n'y a pas de rajeunissement. Ça aussi, c'est un fantasme. Tous les chiffres réels le montrent. Le rajeunissement, il a lieu pour les jeunes qui sont tués, pour ceux qui tuent. Ça, on va y venir, c'est une autre histoire. Ça, oui, il y a un rajeunissement sur le passage à l'acte du meurtre. Mais ça s'explique. Par contre, il n'y a pas de rajeunissement dans le fonctionnement des petites mains des trafics de stupes. Pourquoi ? Parce que quand on est trop jeune, on n'est pas compétent.
tous ceux qui ont eu des enfants savent qu'un petit à 10, 11, 12 ans, si on lui donne trop d'instructions en même temps, il n'arrive pas à avoir à avoir la concentration ils n'ont pas la patience pour rester 10, 12 heures dans un point de stup. Et en fait, t'es pas compétent à cet âge-là. Tu l'es à partir de 13 ans pour les plus dégourdis, 14 ans, c'est-à-dire la 4e, et c'est là que ça tombe dans les... Et à partir de 13-14 ans, alors est-ce qu'on peut parler vraiment d'assignation finalement à une place? Et donc après, une fois qu'ils ont été recrutés sur leur âge, sur leur vulnérabilité diverses et variées, familiale, psychologique, et ne serait-ce que leur envie d'ado de faire partie d'un groupe, une fois qu'on a fait ça, on va organiser leur dette. Il va y avoir plein de méthodes pour qu'ils soient endettés, pour qu'ils soient justement soumis au réseau. Alors il y en a, ils arrivent à ne pas plonger dans une dette trop forte, ils arrivent à survivre là-dedans et ils vont avoir une vie compliquée, mais ça s'arrêtera là. Et malheureusement, il y en a quelques-uns qui vont devenir les cramer. Moi, j'en compte à peu près 2000 à Marseille, mais 2000 c'est énorme, hein, c'est vraiment beaucoup. Hein. Il y a à peu près 20 000 jeunes qui travaillent dans les stupes sur une année à Marseille, qui rentrent et qui sortent. Hein, c'est pas 20 000 à un instant T, mais c'est sur une année, il y a à peu près 20 000. Et sur ces 20 000, il y en a à peu près 2000 qui vont être des esclaves des stupes. 2000 qui vont être esclaves et qui vont justement être tellement endettés, on va leur faire ce que l'on veut. C'est-à-dire, on va les enfermer le temps qu'ils remboursent leurs dettes souvent fictives, hein, qu'on leur a fabriquées. Et comme ils n'ont pas de moyens de défense, ils n'ont pas la famille qui va avec, ils n'ont pas de connaissances dans la police, pas de connaissances d'éducateurs, ils sont pas équipés, comme ils disent eux-mêmes dans leur jargon, comme ils n'ont pas de moyens de sortir de cette situation-là, ils vont s'y enfoncer. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont prendre une décision, elle sera mauvaise. Ils vont toujours, pour rembourser une dette, s'endetter un peu plus, ou alors ils vont aller voler des stupes à un autre et ça va être terrible, ou alors ils vont voler de l'argent, ou alors ils vont partir en conflit avec un autre groupe pour récupérer un terrain de stup, histoire de rembourser leurs dettes, etc. Ils tombent dans quelque chose où ils s'enfoncent toujours plus. Et cela, en effet, moi j'appelle ça des esclaves, hein, on peut le dire comme ça. Et donc ils ont une assignation, ça c'est le moins qu'on puisse dire, pour cela. Et même ceux qui tomberont pas aussi bas, qui basculeront pas cramés, de toute façon, ils ont des obligations par rapport au réseau de stupes qui dans un premier temps les nourrit, dans un deuxième temps les affame et les maintient en vie, juste suffisamment pour qu'ils puissent venir travailler. On ne veut pas enrichir 20 000 jeunes à l'année sur des quartiers populaires à Marseille, parce que ça voudrait dire qu'on se crée une concurrence. Quand on est un dealer, un gros dealer, ça veut dire qu'on se crée une concurrence, et se créer une concurrence, c'est jamais bon. Et puis c'est pas l'objet d'un trafic de stupes. L'objet, c'est pas des Robin des Bois. L'objet n'est pas de donner à tous, pas du tout. Donc, et puis on le voit, ces jeunes quand ils sont interpellés, on voit dans quel état ils sont. Ils sont dans un état de délabrement physique incroyable. Là aussi, faut bien comprendre que quand ils ont de l'argent, c'est une illusion. De toute façon, c'est un monde d'illusions. C'est le réel empire. Quand vous voyez déjà que dans le réel, dans le monde légal, on a principalement du fake, du washing. Vous imaginez que dans les stupes, c'est ça, mais en pire. Donc, quand ils montrent qu'ils ont des sous, ça veut tout simplement dire qu'à un moment, l'argent passe dans leurs mains, l'argent liquide passe dans leurs mains en fonction de leur poste. Par exemple, s'ils sont comptables ou s'ils sont chefs de plan, chef, tu l'es, hein, chef sur une semaine, tu peux l'être, hein, chef de plan. Hein, et tu as 3 000 € qui te passent entre les mains et tu fais des photos Snapchat avec ces 3 000 € pour te montrer fort. Il faut se montrer fort pour continuer à exister dans ce milieu. Et après, les 3 000, tu vas les donner à ton chef. Et le chef lui-même, il va faire des photos avec ces 3 000, plus les 3 000 qu'a donné l'autre à côté, et lui, il a 6 000 €. Et lui-même va le donner à un autre chef, etc. Donc, en fait, c'est les mêmes billets que vous voyez tout le temps, et ils sont pas pour eux. Pareil, quand vous les voyez au volant de belles voitures de sport, ou de belles voitures de luxe, souvent immatriculées en Pologne. Ces voitures-là, en fait, elles sont louées. Il la loue à 10, 1 500 € au jour pour une Ferrari. Ils mettent 150 € chacun et ils font des Snapchats, ils font des photos, parce qu'il faut se montrer fort, il faut montrer qu'on a réussi. Et puis selon les codes des stupes, selon le lifestyle du dealer. Et donc, il faut se montrer, ils sont tout à fait dans une société de consommation, de mode, et ils font ça. Et donc, ça donne l'illusion d'argent et de gens riches. Puis la réalité, c'est quand ils rentrent le soir, au mieux ils sont chez eux, la plupart du temps ils sont dans des squats, ils ont les dents cassées à 17 ans, ils ont des problèmes, et les strabismes, les yeux dans tous les sens, ils ont des cicatrices de partout. Au niveau des fringues, ils ont des beaux vêtements qu'ils ont achetés une fois, mais ils porteront les mêmes pendant une année. Bref, en fait, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas du tout de sous. Et donc, même ceux qui vont pas devenir des esclaves, ils sont quand même forcés à être dans ce lifestyle-là, cette manière de vivre. Et en fait, cette manière de vivre, ça permet sans arrêt de les maintenir, de leur imposer
de travailler dans les stupes tant qu'ils sont assez jeunes, parce que dès qu'ils vont vieillir, ça veut dire 25 ans, hein. On n'est pas en train de parler de dès ils ont 25 ans, ils sont plus assez malléables pour qu'on les maintienne à un point stup pendant 10 heures, et on va prendre des petits jeunes, et eux, 25 ans, quelques-uns vont réussir à grimper un peu, très très peu, et la plupart, ils vont être jetés de tout ça, quoi. Ils vont être exploités au maximum, et quand on peut plus, on les balance, quoi. Souvent par la prison. Ouais. Donc le risque à ne s'en tenir qu'à des jugements de valeur en fait sur ces vulnérables, c'est de ne rien traiter en fait, de ne pas régler le problème. Ah non, c'est sûr. C'est-à-dire que on demande pas aux gens de les aimer ou de les détester. Parce que des fois, ils sont détestables, hein, j'en suis conscient, je les ai suffisamment côtoyés, un vocabulaire, allez, on va dire rachitique, une agressivité automatique, et en même temps, de temps en temps, c'est des pattes, ils sont trop gentils, trop attachants, enfin c'est particulier. On peut les détester, on a le droit, hein, puisque c'est vrai que des fois, ce que le réseau et ce que ce monde-là en a fait, c'est quelque chose de dur, et quand tu as affaire à eux, par exemple, tu as un accrochage, ou alors un ado à nous a eu un regard qui s'est accroché avec eux, et de suite ça part en vrille, bon, c'est vrai que t'es pas obligé de les aimer, hein, on est d'accord là-dessus, mais par contre, il est absolument nécessaire, pas à titre individuel, mais au titre collectif de notre société, qu'on se dise, mais pourquoi on a fabriqué des minots comme ça ? Pourquoi on a des gamins comme ça ? Et est-ce que c'est parce qu'ils ont un gène qui est comme ça ? Et donc là, il y a un fond de racisme. Hein, si on pense ça, on dit c'est parce que c'est des Arabes qui sont comme ça. En fait, c'est pas du tout ça. Ça n'a aucun rapport. D'ailleurs, il n'y a pas que des Arabes, loin de là. Mais en plus, c'est tout simplement, c'est des jeunes des quartiers populaires. Et dans les quartiers populaires, on a des Maghrébins. C'est comme ça. C'est lié à notre immigration. C'est lié à des choix politiques qui sont qu'on en est là. Donc en fait, ce qu'il faut, il faut séparer ce qu'on ressent nous à titre individuel et un ras-le-bol parfois de ces jeunes qui vraiment sont des boucans, je suis le premier à le penser. Et après, à titre de citoyen, et penser sur mais pourquoi ils sont comme ça, alors qu'ils le sont pas tous, qu'il y en a qui sont super sympas et que même ceux-là, quand on est seul à seul avec eux, on se rend compte qu'ils sont sympas. Donc en fait, c'est à ce niveau-là qu'il faut penser autrement pour moi. Donner la complexité du sujet et l'étendue des idées reçues autour du trafic de drogue, cette interview exceptionnellement longue est divisée en 2 épisodes. Si cette première partie vous a intéressé, n'hésitez pas à la commenter et à lui mettre 5 étoiles. La seconde partie arrive très bientôt, dans 1 semaine exactement.